ifaan taane hordofaa jira jechuun komatte federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaa ammoo qorannoo atileetiksii addunyaarraa dhufe hordofuun murteessuu isaatiin. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp isa namoonni ijoollee isaanii lammummaa US akka argataniif achitti deemanii da'an hambisuudhaaf ajaja mallatteessan. Manni murtii olaanaa US yaalii Doonaald Tiraamp lammummaa Ameerikaa achitti dhalachuun argamu hambisuudhaaf yaada dhiyeesse qofaa taasisuun Tiraamp diduudhaan ajaja pirezidaantummaa mallatteessiraa odeessaalee qabu. BBC Afrique, il sera 18h. GMT dans 30 secondes. Rendez-vous sur BBC Afrique, la référence de l'Afrique. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Niamey, 100.4 FM. Bamako, 88.9 FM. 101.7 FM. Dakar, 105.6 FM. Abidjan, 94.3 FM. GMT sur BBC Afrique. BBC Afrique, Ferdinand Gougou. Bonsoir et bienvenue à tous. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger reprochent au président nigérien Bola Tinubu d'avoir attribué une partie de l'insécurité au Nigeria à la dégradation de la situation sécuritaire dans les pays de l'AES. Une déclaration qui a suscité une vive réaction diplomatique. Sigrid Dionouko. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont convoqué le chargé d'affaires du Nigeria à Ouagadougou pour protester contre les propos de Bola Ahmed Tinubu. Le président du Nigeria avait déclaré fin juillet que la détérioration de la situation sécuritaire dans ces trois pays contribuait à aggraver l'insécurité au Nigeria. Une analyse jugée, je cite, simpliste et inexacte par les autorités des trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamako Jean-Marie Traoré, a regretté des déclarations qui, selon lui, ignorent les sacrifices consentis par les forces de défense et les populations civiles dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé que le Nigeria combattait déjà Boko Haram avant même l'essor des groupes djihadistes au Mali et au Burkina Faso. Le chargé d'affaires du Nigeria a indiqué avoir pris note des préoccupations exprimées et s'est engagé à les transmettre à Abuja. Il a également salué les efforts déployés par les trois pays sahéliens contre le terrorisme. Direction Niamey, précisément au Niger, les vacances scolaires ne riment pas toujours avec repos. De plus en plus de jeunes profitent de cette période de vacances pour apprendre un métier, un choix encouragé par leurs parents. Correspondance Mariama Soumana à Niamey. Indato Soumaïla vient tout juste de décrocher le brevet du titre du premier cycle de EPC. La future lycéenne renoue avec l'apprentissage de la couture. Au lieu de rester à la maison à ne rien faire, on va mieux pratiquer la couture. Je peux coudre des habits pour enfants et je peux aussi coudre pour moi-même. Dans un garage en plein cœur du quartier Gaoun, Abdou-Samad Oumourou, élève en classe de terminale, qui passe une grande partie de ses congés ici pour financer la prochaine rentrée scolaire. Ça fait 3 ans que je fais la mécanique pendant les vacances pour gagner quelque chose pour faire les fournitures scolaires. Pour Mme Mariama Moussa Mahaman, psychologue scolaire, utiliser ses congés pour se former sur le terrain est une initiative bénéfique pour ces adolescents, à condition que cela reste volontaire. Un métier qui rentre dans le cadre de l'apprentissage de l'élève, de sa socialisation, de sa responsabilité. La psychologie voit en ça un objet du développement, construire son identité sociale. Mettre à profit les vacances scolaires pour se former, fabriquer ou réparer est une opportunité pour ces jeunes de préparer leur insertion professionnelle dans un contexte où l'emploi des jeunes reste un défi majeur. Yamé, Mariama Soumana, BBC Afrique. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. Direction l'Éthiopie où des organisations de défense des droits humains accusent des autorités d'intensifier la pression sur les médias indépendants. Elles dénoncent notamment l'enlèvement présumé et l'interrogatoire du rédacteur en chef d'un média critique du pouvoir. Matissi pour les précisions. Les autorités marocaines se disent disposées à travailler avec Madrid pour apporter des centaines d'enfants non accompagnés actuellement. Le Comité pour la protection des journalistes et Human Rights Watch estime que les autorités éthiopiennes cherchent à faire taire les voix critiques. Les deux organisations affirment que la récente descente dans les locaux du média indépendant Addis Standard s'inscrit dans une campagne plus large de répression contre la presse.
Selon le propriétaire du site, le rédacteur en chef, Jonas Kedir, a été emmené samedi dernier. Il aurait été détenu pendant 24 heures et soumis à un long interrogatoire. Cette affaire intervient quelques mois après le retrait en février de l'autorisation de publication d'Addis Standard. Les autorités avaient alors accusé le média de manquement à l'éthique journalistique, une décision contestée devant les tribunaux. À ce stade, le gouvernement éthiopien n'a fait aucun commentaire sur ces nouvelles accusations. Ici, et puis le Maroc se dit prêt à coopérer avec l'Espagne pour le retour de centaines d'enfants migrants non accompagnés présents dans l'enclave espagnole. Ceuta Rabat affirme vouloir organiser ce rapatriement dans l'intérêt supérieur de ses enfants. Valorien Nobissi. Les autorités marocaines se disent disposées à travailler avec Madrid pour rapatrier des centaines d'enfants non accompagnés actuellement à Ceuta. Selon l'agence de presse officielle marocaine, ces mineurs faisaient partie des dizaines de milliers de personnes qui ont franchi la frontière de l'enclave espagnole ces derniers jours. Rabat assure que cette opération sera menée en coordination avec les autorités espagnoles et conformément aux accords bilatéraux en vigueur, tout en veillant au respect des droits des enfants. De la page des sports de BBC Afrique avec Emmanuel Costa. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Ferdinand. La CAN de football féminin au Maroc observe une pause aujourd'hui avant les quarts de finale de ce week-end, Emmanuel. Oui, il y en aura deux demain, deux dimanches. Alors, les horaires, 17h GMT. Demain, l'Algérie rencontre la Côte d'Ivoire, ce sera à Casablanca. Et en soirée, demain soir, donc, Maroc, Afrique du Sud, et là, ce sera à Rabat. Les Marocaines devant leur public face aux Banyana qui ont eu beaucoup de mal d'ailleurs à se qualifier pour les quarts de finale. C'était un petit peu une surprise. En tout cas, Maroc, Afrique du Sud, ce sera un grand choc. Deux quarts de finale dimanche, 17h en temps universel à Casablanca, Cameroun, Nigeria. Le Nigeria, je vous le rappelle, tenant du trophée, qui est en lice pour une 11e couronne continentale. Cameroun-Nigeria, ce sont des retrouvailles entre deux vieux rivaux. Et en soirée dimanche, à Rabat, ce sera Ghana-Malawi. Malawi qui s'invite donc à la table des grands. Au classement des buteuses avancées quart de finale, Barbara Banda, la Zambienne, qui a été éliminée évidemment de la compétition avec l'équipe des Zambies, est en tête avec 5 buts de marqués, en 3 matchs donc. Ensuite, 3 joueuses avec 3 buts, avec dans l'espoir bien sûr de faire mieux. Marie-Noël Manga, la Camerounaise, toujours en lice. Inès Conan, l'Ivoirienne, toujours en lice. Et Chawinga, la Malawi, également toujours en lice. Cette semaine, dans la chronique foot, vous le savez, plein feu également sur la Canada, mais notamment sur les Super Falcons du Nigeria. Ishaka Degboye évoque les forces et les faiblesses des championnes d'Afrique en titre. Et puis, Grace Bay, de son côté, depuis Abidjan, fait le bilan de l'ère Emers Faé, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, auquel a succédé maintenant Hervé Renard. Le vendredi 31 août dernier, la Fédération ivoirienne de football a mis fin à sa collaboration avec Faye Emers, le contrat du technicien ivoirien étant arrivé à son terme. Les autorités fédérales n'ont pas souhaité reconduire le jeune entraîneur de 42 ans, malgré un parcours garni par le sacre à la CAN 2024 à domicile et un parcours historique jusqu'en 16e de finale du mondial 2026. La fin de l'ère Emers Faye est perçue de différentes manières. D'un côté, la satisfaction de l'opinion publique et de l'autre, des journalistes, à l'exemple de Fernand Dédé, s'interroge sur une décision qui, selon lui, fait office de sanction. Son bilan est largement positif pour son jeune âge, pour l'expérience qu'il a. Il part, c'est vrai. Je pense que sous la pression populaire, sous la dictature des réseaux sociaux et de l'opinion publique, qui étaient convaincus, les gens en Côte d'Ivoire étaient convaincus que la Côte d'Ivoire a le niveau pour gagner la Coupe du Monde et qu'elle devrait gagner la Coupe du Monde. Ils n'ont peut-être pas tort, mais regardons les choses froidement. Emers Faye a quand même qualifié la Côte d'Ivoire pour la première fois pour le second tour d'une compétition de l'Union mondiale. Et donc je pense qu'il a eu un bilan pour moi largement positif. Un sujet donc de Grace Ligue B à suivre cette semaine dans la chronique foot. Vous pourrez suivre la chronique à nouveau demain matin bien sûr et dimanche matin. Et puis le FC Barcelone annule un match amical qu'il devait jouer le 15 août face au club marocain de l'Ittihad de Riadi Tanger, et ce en raison de la crise migratoire
provoquée, vous le savez, par l'arrivée massive de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta. Match amical de pré-saison, ça continue bien sûr avant la reprise des grands championnats européens. Aston Villa a été battu par le Bayern Munich 2-1. Et puis ce qui continue aussi dans le monde du football, c'est la saga Gianni Infantino. Aujourd'hui, la Norvège a demandé la démission du président de la FIFA, mais l'Argentine et le Mexique continuent de le soutenir. Par ailleurs, les fédérations anglaises, croates et albanaises lui ont retiré leur soutien, mais toutefois s'abstiennent de demander sa démission. Vous le constatez, il y a plusieurs attitudes possibles dans cette histoire. Et puis en tennis, avec l'Open du Canada, ça se passe à Toronto pour les dames. Aryna Sabalenka s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elena Rybakina menait 1-7-0 il y a quelques instants face à l'Américaine Lee. Elle avait pris le premier set 6-2. Ce soir, Naomi Osaka recevra la réplique de la Belge Martens. Voilà, il va être 18h10 GMT. Je vous retrouve demain matin avec plaisir, d'abord dans la chronique foot et ensuite dans la matinale à 7h10 en temps universel. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute des programmes de BBC Afrique. Le débat. Bienvenue à vous et merci de nous retrouver dans le débat de BBC Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire pour parcourir les principaux sujets qui ont fait l'actualité ces 7 derniers jours. Au sommet, le Cameroun, où l'absence de Paul Biya fait réagir autant que les décrets de nomination qu'il signe. Le président camerounais, au pouvoir depuis 43 ans, a procédé cette semaine à une réorganisation de la hiérarchie militaire, mais beaucoup continuent d'avoir du mal à supporter le long séjour en Suisse du président camerounais. Pourquoi? Et que répondent ses proches? Nous poserons la question dans ce débat. Au Bénin, Patrice Talon est élu président du Sénat, nouvel organe législatif qu'il a contribué à mettre en place avant de quitter le pouvoir. Quels sont les nombreux attributs de l'ancien président béninois et que feront concrètement les membres de ce Sénat, tous installés la semaine dernière? Élément de réponse à suivre. Le Gabon renonce au financement de ce nouveau bachelier en France dès cette année académique. Conséquence principalement de la nouvelle contrainte financière mise en place par les universités françaises. À la télévision gabonaise cette semaine, la directrice générale des bourses a laissé entendre que l'état des finances publiques ne permet pas d'octroyer de bourses aux nouveaux bacheliers. Comment la nouvelle est accueillie au Gabon et quelles alternatives sont mises en place par les parents et par le gouvernement? On en parlera dans le débat cette semaine. Et pour nous accompagner, 3 interlocuteurs comme cette coutume, à commencer par notre grand témoin cette semaine, Pienka, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue camerounais et directeur du laboratoire de recherche et d'analyse Sens Politique. Merci de nous honorer de votre présence. Je vous en prie, c'est un honneur pour moi de participer à ce débat. 2 confrères, ou plutôt un confrère et une consoeur au bout du fil. Bonjour à vous d'abord, Ange Banoué. Oui, bonjour, chers confrères, et bonjour au plateau, et bonjour aux autres. Journaliste et essayiste béninois, merci de nous répondre depuis Cotonou au Bénin. À l'autre bout du fil, depuis Libreville au Gabon, Fio Canadès Créole, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Éditorialiste et chroniqueuse, vous nous aiderez à mieux comprendre ce qui se dit au Gabon depuis l'annonce des autorités sur les bourses aux étudiants. Le débat BBC Afrique. 3 décrets de nomination signés par Paul Biya consacrant la promotion de plusieurs colonels au grade de général de brigade, une réorganisation au sein du ministère de la Défense et des nominations de chefs d'unité militaire. Il ne s'agit pas d'innovation majeure en soi. C'est l'absence de celui qui a signé les décrets qui donnent une tenue particulière à tous ces mouvements. Bianca, comment d'abord vous réagissez à toutes ces nominations et promotions? Oui, il faut d'abord présenter le contexte, c'est qu'au moment où vous enregistrez cette émission, le président de la République du Cameroun est hors du territoire depuis quasiment 60 jours. Et cela est un record personnel qu'il a battu après avoir passé plus d'une quarantaine par le passé. Mais il faut rentrer dans un contexte précis, c'est que le président de la République du Cameroun a 93 ans. Il est à sa 44e année, justement le 6 novembre 2026. Il aura 44 ans à la tête du Cameroun, après avoir connu une carrière au sein de l'appareil étatique camerounais depuis 1962. Donc, c'est un homme
qui est au cœur de ce qu'on appelle le sérail camerounais depuis fort longtemps. Est-ce un martyr pour l'État du Cameroun ou bien est-ce un problème pour le Cameroun aujourd'hui? Je crois que dans le cadre de notre travail personnel, laboratoire de sciences politiques, nous avons émis l'idée en 2024, le 6 novembre, à l'occasion de l'an 42, de l'idée d'une chaire Paul Biya. L'idée d'une chaire Paul Biya était liée à la gouvernance, au leadership et également à la relation Europe-Afrique. L'objectif était de permettre à toute l'Afrique de comprendre un peu ce qui se passe au Cameroun. C'est pourquoi vous allez voir que dans l'ensemble des discours qui se tiennent, qu'ils soient officiels ou bien officieux, ou relayés par les relayeurs d'alerte, si vous me permettez l'expression, qui nous disent que au Cameroun, nous avons affaire à un président gravement malade qui a connu des opérations. Et au sein du gouvernement, c'est de l'État général, le ministre de la Communication, après d'autres sorties des officiels du parti, s'est prononcé sur la question. Il nous dit que le président de la République va bien. Lorsque c'est dit de cette manière, c'est normal que cela suppose un débat public parce que, à notre niveau, nous ne voyons pas de changement majeur dans le style Paul Biya. Alors, il y a beaucoup de questions autour de cette actualité. On peut imaginer pourquoi. Restons d'abord sur ces nominations. 4 généraux ont été nommés à la tête des unités qui assurent la protection de Paul Biya. Il y a par exemple la nomination de Raymond Jean-Charles Beko Abando au poste de commandant de la garde présidentielle. Qu'est-ce qui motive, selon vous, ce changement? Je crois que ce n'est pas un changement. Il était déjà commandant de la garde présidentielle. Il était commandant, il était en poste, il y est depuis 13 ans. À 54 ans, si le chef des forces armées s'est rendu compte qu'il a rempli toutes les cases qu'il fallait, et en termes de loyauté en cette période, sans doute c'est la raison pour laquelle il a été porté à ce poste de général. En gardant la main sur la garde présidentielle, d'autres vous diront que c'est parce que le chef d'état-major actuel est certes souffrant, mais encore vivant. On n'a pas porté ce profil-là à la tête de l'état-major national des armées du Cameroun. C'est un environnement particulier de tête de loyauté. Et vous allez voir autour du chef de l'État, d'autres vous présentent que c'est un civil entouré de 4 généraux. C'est vrai, mais ces généraux et le système camerounais, il faut le dire, aucun général ne répond de l'autre. Ce sont des secteurs spécifiques parce que c'est une armée spécialisée depuis 2021 et qui a des orientations précises, des tâches précises, une hiérarchie précise. Et le seul à qui on rend compte, c'est le président de la République. Donc, on ne pense pas que ça sera une coalition de généraux au service de Paul Biya. C'est une présence, une cartographie ou bien une configuration de généraux au service de la République, chacun dans son segment qui lui est dédié. Alors, c'est la première fois, vous l'avez dit tout à l'heure, que Paul Biya passe autant de temps à l'étranger depuis 43 ans, depuis presque 44 ans qu'il est au pouvoir. Beaucoup s'en inquiètent. Est-ce que vous avez vous, le même sentiment? Je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour un humain. Nous sommes naturellement humains. Le président de la République a 93 ans. Nous sommes en Afrique. Nous sommes dans un environnement particulier. Et la fonction de chef d'État ou bien la fonction de haut commis de l'État s'accompagne des séquelles naturelles. Et je pense de ma posture que le président de la République, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est aller même au-delà de ce qu'on aurait espéré de lui. Vous savez, généralement, lorsqu'on est en place, on peut s'enliser et se dire 93 ans, 44 ans, dans un pays où, à un moment donné, j'ai gagné une élection présidentielle en octobre, avec un taux parmi les plus faibles depuis ces dernières années. Cela pourrait amener le président de la République à se retrancher dans son fort intérieur. Au contraire, il nous montre des indices où il se soucie de l'avenir du Cameroun. Permettez-moi, s'il vous plaît, on va revenir sur ça dans très peu de temps. On va juste écouter mes deux confrères. Ange Banoué, je vais commencer par vous. On parlait de ces nominations. Quand vous voyez un président absent du territoire et qui pose de tels actes, qu'est-ce que ça vous inspire, Ange?
Merci. Je vois que la situation en Afrique est loin du solde par une véritable aspiration populaire en ce qui concerne la démocratie dans son ensemble. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est souvent cette considérée question que résume ces questions de passage de pouvoir, de contrôle institutionnel, de domination à tout de bras, et de mise en confiance de certains alliés et autres. Et malheureusement, contrairement à la panacée qu'on en fait, tout à fait devenu de cadre sur la question de la démocratie en Afrique, plus précisément dans les pays d'Afrique francophone, c'est que il n'y a normalement pas une démocratie africaine. La démocratie, elle est universelle. Et se manifeste par la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, le droit de vote, et surtout le respect des droits humains. Et lorsque vous n'avez pas ces 4 éléments à la fois réunis dans un système politique, il est loin donc de penser qu'il s'agit d'une démocratie, et peut-être que ça fait à faire de cette hybride pour faire une bouche. La vraie question est de savoir si on peut déjà parler de vacances de pouvoir. On écoutera tout à l'heure le spécialiste de la question sur ça. Mais déjà, Ange, très rapidement, quand vous voyez ces nominations, quand vous voyez cette absence prolongée, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ou, comme le dit notre grand témoin, il faut que les Camerounais s'habituent à cela? On commence en tout cas par s'habituer à cela. Pendant 44 ans, ou un peu moins, on ne va pas s'habituer à des pratiques qui, à la limite, ne sont pas bonnes figures pour une démocratie, ou pour un grand pays comme le Cameroun. Ce genre de nominations ne sont que des mises en conscience de peut-être certains tactiques du régime qui à les comporter dans ce qu'on appelle leur bonne grâce pour pouvoir maintenir un appareil peut-être un peu de partie en brise, un appareil qu'on sait que peut-être la fissure pourrait partir de tel ou de tel côté, et donc il faut renforcer certaines parties, certains éléments qu'on estime que les mettre en confiance pour éviter que les choses s'effritent. C'est ça? Voilà, tout au moins mettre des hommes de confiance pour pouvoir contrôler, verrouiller certains éléments qui pourraient échapper au contrôle. On va aller à Libreville au Gabon et écouter maintenant Fiona Nadège Créole. Est-ce que vous avez la même lecture? Écoutez, j'ai envie de vous poser la question. Paul Biya n'est pas là, n'est pas au Cameroun en ce moment. Bon, le problème n'est pas où est Paul Biya, comme certains veulent toujours le ramener. Le problème, c'est le Cameroun est-il gouvernable sans présence physique du président? Ce qu'il faut maintenant, c'est de la transparence en fait. Une vraie communication, pas juste des démentis. Parce qu'on assiste beaucoup plus à des démentis qu'aux déclarations. Puisque vous parlez de démentis, il y a un haut cadre du gouvernement qui a assuré il n'y a pas longtemps que Paul Biya se porte bien en Suisse où il séjourne depuis le 7 juin. Est-ce que c'est suffisant pour assurer les Camerounais? Bon, écoutez, moi, je ne vais pas dire autre chose, parce que déjà, vous vous souvenez, il y a moins d'un mois, on a vu sa famille à la Coupe du Monde, en fait. Je veux dire, la famille avait l'air très épanouie à la Coupe du Monde. Donc, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'État camerounais fonctionne, en fait. On va poser la question à Pienka. Est-ce que l'État camerounais fonctionne? Vous savez, il y a des indices de fonctionnement qui marquent les pays. Au Cameroun, les salaires sont payés régulièrement. Au Cameroun, les gens vont à leurs activités normalement. Au Cameroun, les médias fonctionnent normalement. Ça ne rentre pas dans la catégorie de ce que le confrère béninois disait. Les alternatives ou bien les alternances sont des indices faibles de démocratie ou de démocratisation. Mais il faut rentrer dans la spécificité des pays. Ce n'est pas dire qu'il y a une démocratie à l'africaine ou à la camerounaise. Ce que je veux expliquer, c'est que nous ne pouvons pas comprendre le Cameroun par l'imaginaire. Il faut comprendre le Cameroun par ce qui est. Et ce qui est au Cameroun, c'est quoi? C'est que de la même manière que vous voyez un chef de l'État de 44 ans à la tête des affaires, c'est également de la même manière que dans l'ensemble de la représentation sociologique du Cameroun, il y a des chefs, des micro-chefs qui ont la confiance du chef de l'État et dont la finalité est de maintenir le climat social au rythme de ce qu'on peut appeler la stabilité ou bien la perpétuation du pouvoir. C'est pourquoi lorsque vous allez voir au niveau des nominations au sein de l'armée, je vous prendrai 2 postes qui sont stratégiques. Vous pouvez partout faire des recherches, vous verrez que le Cameroun a la réputation d'avoir un bon système de formation de ses officiers. En Afrique, nous avons cette réputation. Or,
le général chargé du contrôle des formations interarmées, cette fois, est décédé. Il a été enterré le week-end dernier. Il a été remplacé par le général Cavalet, qui avait la charge de l'école militaire, l'école internationale de guerre, aussi de réputation africaine et internationale. Donc on ne peut pas, pendant cette période où le responsable en chef de la formation du Cameroun nommer un intérimaire. Il y a également, je vous ai expliqué la situation de l'armée camerounaise. Il y a le général-major qui est allé en deuxième section. Il fallait le remplacer. Pourquoi? Parce que même si le civil reste le chef des armées, il y a quand même un ordre en interne au sein de la discipline militaire qui impose que cela soit respecté. C'est ça. Ange Bénin, en 30 secondes, est-ce que, comme vous l'avez entendu, l'État fonctionne normalement, même si Paul Biya n'est pas là? Vous savez, cette question de fonctionnement de l'État est souvent, comme on dit, la poudre d'œuf. Simplement, s'il y a quelque chose qui se pose et qui est c'est quand même personne commence à se dire. Le fonctionnement de l'État, normalement, ne repose pas sur une personne. C'est qu'on puisse dire que dans la hiérarchie des normes, mais il y a des cas qui sont normalement prévus pour être pris par l'autorité suprême. Alors, tout suivant la hiérarchie des normes, quelles actes de nomination ne relèvent pas du chef de l'État et quelles vont être prises conformément à cette hiérarchie-là, le problème ne se pose pas. Mais si tant que c'est suivant la hiérarchie des normes, quels actes doivent être pris par le chef suprême des armées et que ce dernier-là n'a pas posé sa signature ou bien suivant la situation actuelle, laisse poindre des doutes sur son état de santé, là, la question demeure. C'est là où peut-être se pose aujourd'hui la question de, en gros, des grands médias et des grands journalistes en Afrique. Parce qu'on a de la facilité à trouver que c'est l'Occident qui touche moins les ficelles. Dans notre état de nos propres questions, nous n'avons plus des journalistes d'investigation, nous n'avons plus de grands médias qui sortent véritablement. Comme on le dit, tirer les points du nez à côté des gens, quelle qu'en soit la situation, et on trouve toujours des échappatoires pour prouver que oui, le système fonctionne, que tout roule et que tout va bien jusqu'à ce que peut-être on en arrive dormi. Pour l'opposition, rien ne va. Certains opposants dénoncent d'ailleurs un vide institutionnel et veulent que la Cour constate la vacance de pouvoir. Bien que disent les tests sur une si longue absence du président Paul Biya. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a précisé les conditions de vacances, et parmi lesquelles il y a la mort du président de la République, il y a le constat d'une incapacité définitive, il y a ce que nous devons dire, et je le rappelle à cet intervenant du Bénin, c'est que arrêtons de lire les pays sur l'imaginaire, lisons les pays sur ce qui est réel. Quand on parle de gouvernement et de gouvernance automatique, peut-être vous ne maîtrisez pas le terme, ça veut dire même que ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'on peut fonctionner sans M. Biya, et moi je m'en réjouis. Je m'en réjouis si on peut aujourd'hui fonctionner au Cameroun sans M. Biya. Après 44 ans, je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que dans notre pays, la vacance, même si elle est constatée aujourd'hui que le président de la République n'est plus capable de diriger le Cameroun, il y a des institutions qui peuvent assurer cette vacance. L'institution a l'absence d'un vice-président qui est éventuellement, ce n'est pas une obligation de le nommer, c'est une éventualité, un pouvoir discrétionnaire du président en fonction. S'il n'est pas nommé actuellement, c'est le président du Sénat qui s'en occupe. Et le président du Sénat actuel ne rentre pas certes dans la juvénisation de notre vie politique, mais il n'est pas également dans une sorte de gérontocratie, parce qu'il a, c'est un soixantenaire. Et ce soixantenaire-là, contrairement à celui qui l'a remplacé, qui était déjà à plus de 80 ans, capable de maintenir un certain niveau. Le problème au Cameroun, c'est avec nos oppositions. Il n'y a pas de consensus pour l'organisation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut organiser une élection au Cameroun en 90 jours et satisfaire toutes les grattes sociales? Cela est impossible. C'est en cela que le poste de vice-président était plus ou moins important pour notre pays, parce que en termes d'économie, même du droit, on a la possibilité, au cours d'un mandat de 7 ans, d'organiser une seule élection, au lieu de rentrer dans les spéculations d'organisation d'une élection en 3 mois avec toutes les travers que nous connaissons. Vous savez bien que l'élection de 2018
a été contestée au Cameroun. L'élection de 2025 a été contestée au Cameroun. Quelle est l'ingénierie aujourd'hui que nous devons mettre en place pour essayer de permettre qu'un pays comme le Cameroun, au regard de sa position stratégique en Afrique centrale et d'ailleurs dans le golfe de Guinée qui inclut le même Bénin, que ce pays ne connaisse pas les travers d'une démocratie liée à la longévité d'un pouvoir. La question reste entière. On va nous marquer une pause dans le débat. Prenez votre futur en main avec BBC. Comprendre le monde, c'est le conquérir. Connaître les tendances et créer ta propre voie. Laisse-toi inspirer par l'actu d'ici et d'ailleurs. Quand on est armé d'une perspective plus large du monde, tout est possible. Prenez votre futur en main. Recherchez BBC Afrique. Vous écoutez BBC Afrique. Retrouvez-nous sur Internet, sur bbcafrique.com. Commentez l'actualité sur notre fil Twitter et sur notre page Facebook. BBC Afrique est avec nous, partout sur le continent. Kigali 93.9 FM. Voilà.